Alors, bonjour à tous. Encore une fois, merci beaucoup d'être venus en grand nombre. Aujourd'hui, on accueille un revenant, si on veut, qui vient tout juste de revenir de Paris comme ex-ambassadeur à l'UNESCO, M. Jean-Pierre Blackburn, qui est bien connu aussi, qui a marqué notre actualité politique à plusieurs reprises, parfois avec une interruption dans notre région. Je vais vous laisser tout de suite, M. Blackburn, s'entretenir avec vous. Puis, par la suite, la première question ira à Gilbert Savard et ensuite Vincent Côté des Communications du Québec. Alors, merci à vous de m'accueillir ce matin. Ah, il y avait M. Tremblay qui... Ah, M. Tremblay, parfait. Par la suite. OK. Alors, bonjour à vous tous et merci de m'accueillir ce matin. Bien sûr, lorsque j'ai vu l'appel qu'on m'invitait à venir vous rencontrer, je me suis dit, c'est aussi bien d'aller directement dans le bain. De toute façon, les journalistes vont demander des entrevues. Alors là, au moins, je le fais avec plusieurs d'entre vous en même temps. Alors, Paris, bien sûr, c'est une ville magnifique. Quand on parle de cette ville de l'Europe, de cette grande ville mondiale, c'est pour moi la plus belle ville dans toutes celles que j'ai vues au cours de ma carrière politique. Quand on parle des Champs-Élysées, de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, du quartier Le Marais, le quartier latin, Montmartre, bon, il y en a, c'est infini. Partout où vous allez, c'est toujours beau. Alors, j'avais l'avantage, les fins de semaine, contrairement à la politique, les fins de semaine étaient à nous. Alors, les fins de semaine à nous, ça veut dire pas de représentation, sauf de façon exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les samedis et les dimanches étaient entièrement à nous, puisque, bien sûr, le BlackBerry, il est toujours rempli de courriels en retard que vous n'avez pas eu le temps de regarder, de lire ou encore d'approfondir, parce que dès que votre texte est long, que ça prend plus de temps, vous devez souvent le transférer sur votre iPad et là, vous commencez à regarder comment vous allez répondre à tout cela. Mais en clair, j'ai eu de bons moments à Paris et je n'ai pas toujours trouvé ça facile être ambassadeur dans une organisation multilatérale, puisque pour moi, j'ai passé de la politique active, impliquée, ministre, décisionnel, qui suit les décisions qu'il applique comme ministre dans un gouvernement, pour par la suite entrer dans une diplomatie multilatérale avec 195 ambassadeurs et un système complètement différent où je devenais fonctionnaire, où je n'avais plus cette... j'ai passé ma vie à parler aux journalistes. Et là, tout à coup, tu ne peux plus répondre aux journalistes comme ça se faisait antérieurement parce que tu dépends de l'État et c'est le gouvernement, en quelque sorte, qui t'a désigné comme ambassadeur et tu relèves du ministère des Affaires étrangères. Mais j'ai réussi à, je dirais, traverser ces moments-là et à les dépasser pour gravir de nouveaux échelons et m'épanouir pleinement dans cette institution internationale. Je vous dirais, ma présidence du groupe électoral 1, ma présidence du groupe francophone, qui était simultanée, alors 2 responsabilités en même temps, m'a amené vers d'autres enjeux que j'ai apprécié œuvrer et qui m'a permis aussi d'accomplir des choses de façon tangible à l'intérieur de ces 2 responsabilités. Maintenant, je vais un peu du coq à l'âne et je vais terminer par cette anecdote qui est pour moi chère et qui m'a marqué. C'est à mon arrivée à l'UNESCO, c'était le premier conseil exécutif qui avait lieu au cours du mois de mars ou avril, et j'étais arrivé, rappelez-vous, le 19 janvier. Alors, à l'UNESCO, vous avez un conseil exécutif de 58 ambassadeurs. Et parmi ces 58 ambassadeurs, chacun a droit à 6 minutes de parole pour parler, bien sûr, des enjeux qui le concernent ou qui concernent son pays, devrais-je dire, et les orientations qu'ils veulent prendre. Alors, un des ambassadeurs à prendre la parole, c'est l'ambassadeur de l'Afghanistan, l'ambassadeur Fazeli, qui est fin de la soixantaine, un monsieur très droit, qui parle un français impeccable et qui parle avec beaucoup de lenteur dans ses propos. Alors, et chaque ambassadeur a droit à 6 minutes d'intervention. Lorsque le 6 minutes prend fin, c'est une musique qui embarque et la musique, elle est de plus en plus forte au point que l'ambassadeur, vous ne l'entendez plus, alors il est obligé de s'arrêter, veut pas. Alors l'ambassadeur Fazeli commence à prendre la parole et il était très intéressant. Et toujours est-il que le 6 minutes arrive et lui, il n'a pas terminé son intervention. Alors il continue à parler et la musique embarque et elle est de plus en plus forte. Et l'ambassadeur continue, comme si rien n'était, très lentement,
Et il parle. Et là, tout le monde, on le fixe, on dit, il va arrêter. Il n'y a pas le choix. Et le monsieur continue, au point que c'est la musique qui arrête. Et il dit de façon très solennelle, « Vous me devez respect. Voilà 40 ans que mon pays connaît la guerre. J'ai le droit d'être écouté, j'ai le droit à être entendu. » Et il termine en disant, « Je vous rappelle que les peuples ne pleurent ni ne rient de la même manière pour les mêmes faits. » Il y a un silence dans la salle, et là, tout le monde, on se met à penser à la phrase. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les peuples ne pleurent ni ne rient de la même manière pour les mêmes faits. Pour moi, ça a été, je vous dirais, la phrase la plus marquante de mon passage en 3 ans, puisque, bien sûr, vous avez 195 ambassadeurs de pays différents qui ne partagent pas les mêmes valeurs. D'où sa façon de le dire. Il se passe un événement quelque part dans le monde, il y en a qui sont bien heureux, et il y en a d'autres qui pleurent. Personne ne l'interprète et ne le voit de la même façon ou de la même manière. Alors, je voulais vous raconter cette petite anecdote, et je suis sûr, à partir de vos questions, je pourrais vous parler bien davantage de l'UNESCO, puisque c'est une belle organisation internationale. Alors, je suis à vous. Merci. Gilbert Savard, pour commencer. Puis j'apporte de l'eau, s'il vous plaît. On va commencer par la question qui tue. Le rouge vous va bien. On a vu ça encore cette semaine dans le journal. Est-ce que vous porterez le bleu aux prochaines élections fédérales qui s'en viennent dans quelques mois à peine? Bon, je savais que cette question-là viendrait et depuis des mois que je cherche la réponse. Et encore ce matin, avant de m'en venir, je n'étais pas certain de la façon dont je répondrais à cette question. Dernièrement, j'ai été interpellé sérieusement à 2 reprises par 2 professeurs d'université. Un par l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui lui m'avait connu du temps que j'étais ministre dans le gouvernement, et un autre par quelqu'un de l'Université du Québec, ici, à Chicoutimi. Et l'interpellation était, parce que j'étais beaucoup plus sur le non, et l'interpellation était du genre, Jean-Pierre Blackburn a du vécu, Jean-Pierre Blackburn a de l'expérience. C'est comme si Jean-Pierre Blackburn ne devrait pas prendre sa retraite. Jean-Pierre Blackburn doit continuer d'être actif, doit continuer à servir la population, et etc., en termes de commentaires, encore qui allaient plus profondément sur moi-même et sur ce que j'avais fait et sur mes responsabilités. Alors, c'est bien sûr, quand ça arrive, ça vous interpelle et vous amorcez une réflexion. Si vous demandez à mon épouse, la réponse, elle est claire, c'est non. Alors, je viens d'arriver. Ce que je vais faire dans les prochains jours, je vais bien sûr m'entretenir avec le président du Parti conservateur dans le comté Jonquière. Bien sûr que je vais, qui est Maître Régis Godreau. Bien sûr, je vais m'entretenir avec les membres du conseil exécutif. Je vais m'entretenir également avec des gens comme Denis Lebel, que j'ai eu l'occasion de croiser à l'aéroport il y a environ 3 mois, qui m'a aussi abordé sur cette question. Et je vais essayer de prendre cette décision dans un proche avenir. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus à ce stade-ci, sauf que j'accepte encore de réfléchir à la question. J'ai de l'intérêt. C'est sûr, je suis un homme de politique. J'ai fait 15 ans de carrière en politique. J'ai été 3 ans diplomate à Paris, puis tu as toujours quand même cette dimension-là qui est en toi et qui est présente. Bon. Mais j'ai pas, ma décision peut autant être non que oui. Alors, je ne veux pas qu'on pense que je m'en vais nécessairement vers un oui. Absolument pas. Tout est possible là-dedans. Mais au moins, j'accepte de réfléchir. Vincent Côté et ensuite Bertrand Tremblay. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Fantastique. Ma question est en 2 volets. Premièrement, pas fâché d'être de retour? Non. C'est une décision qui a été prise quand même il y a assez longtemps. Elle a été prise au mois de mars dernier. J'ai écrit au premier ministre à la fin mars pour l'informer justement de cette intention, de le remercier d'abord de me donner cette opportunité de servir
au sein de l'UNESCO et d'être à Paris, et en même temps de dire qu'arrive un moment donné où la réflexion s'amorce quant à un possible départ plus tôt, et d'où mon désir de compléter 3 ans, puis ensuite de revenir chez moi, revenir au Canada, qui m'amenait à Noël, qui est le complément de mes 3 ans. Pour moi, c'était comme, est-ce que je fais une année de plus ou pas? C'était ça, la question que j'avais à prendre. Puis à un moment donné, j'ai toujours ma maison qui est ici, à Jonquière, et je me disais, 3 ans à Paris, c'est déjà en soi merveilleux. Est-ce que j'ai besoin d'en faire une 4e pour me remplir davantage de la vision parisienne? Non. J'ai vu, nous avons reçu beaucoup, et quand on reçoit également, ça implique qu'on revoit les sites à multiples occasions, et à chaque fois, on les regarde sous un angle différent, et ça demeure toujours beau. Mais pour moi, je me disais, après 3 ans, j'ai fait ce que j'avais à accomplir, en quelque sorte, au sein de l'UNESCO. Je n'ai pas besoin de vous dire que pour mes collègues, c'était une grande surprise d'apprendre que Jean-Pierre Blackburn quittait. Pour eux, c'est comme, ça se peut pas, Jean-Pierre Blackburn ne peut pas s'en aller à la retraite, Jean-Pierre Blackburn est trop actif. C'était constamment de ce genre de propos-là que je recevais. Mais en même temps, ma dernière semaine a été pour moi vraiment, vraiment agréable à vivre de par tous ces commentaires que j'ai reçus de mes collègues. C'est bon. Et je me rappelle qu'à votre départ, à partir de Bagotville envers Paris, vous aviez des espérances dans votre rôle d'ambassadeur. J'aimerais savoir, est-ce que votre vision de l'UNESCO a changé, en bien ou en mal, son utilité ou quoi que ce soit? Bon, l'UNESCO, c'est vraiment une très grande organisation internationale. Elle connaît ses difficultés, comme toute organisation internationale connaît ses difficultés. La plus grande que traverse l'UNESCO, elle est au plan financier présentement, puisque suite à l'entrée de la Palestine à l'UNESCO, suite à la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO comme État membre, en vertu des lois américaines, les États-Unis cessaient de contribuer financièrement à l'UNESCO, ce qui implique une coupure budgétaire d'environ 147 millions sur 2 ans. Alors, le budget de l'UNESCO, c'est 653 millions sur 2 ans, dis-je. Vous enlevez 147 millions, c'est comme un train qui va à 653 km/h, qui va réduire sa vitesse autour de 507 000 à l'heure. Alors, veut pas, il se passe quelque chose présentement. La façon dont on a assumé cette diminution budgétaire a été de prioriser. Alors, on s'est réunis tous les ambassadeurs pour fixer qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat à l'UNESCO. Il y en avait 46 des résultats escomptés. Et nous avions des priorités A, des priorités B et des priorités C. Alors, bien sûr, on s'attend, tout le monde, dans une situation budgétaire problématique, que les priorités C vont être suspendues momentanément, le temps que la situation revienne. Mais, à ma grande surprise, ça n'a pas été ça. On a priorisé les priorités A, on les a jumelées avec les priorités C, B avec C, puis B avec A, de telle sorte que tous les résultats attendus sont demeurés à l'ordre du jour. Mais dans les faits, ça ne pourra pas continuer au même rythme. Il va se passer comme résultante qu'il y a des résultats attendus qui ne seront pas au rendez-vous. Et il y aura probablement un nouvel exercice de savoir où on s'en va avec ça. Et en même temps, l'UNESCO doit continuer à marcher avec le budget de 653 millions, parce que, bien sûr, c'est ce budget qui est réparti à travers les 195 États membres qui, à l'autre bout, va faire un 507, parce que les États-Unis ne paieront pas, eux. Mais si on descendait sur le 507, on arriverait dans les faits à 400 millions ou autour de ça. Alors, le drame sera encore plus grand. Alors, voyez-vous, on est obligé de composer avec cette réalité que, potentiellement, les Américains peuvent toujours prendre la décision de contribuer financièrement. Mais depuis 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 ans, ce n'est pas le cas. Alors, cette organisation internationale, elle est aux prises avec cette situation. Et elle est en train, présentement, de retravailler la gouvernance. Quand je parle de gouvernance de l'UNESCO, c'est difficile d'arriver au consensus. Le fameux mot « consensus » est devenu, à bien des égards, synonyme d'unanimité. Et quand il est devenu synonyme d'unanimité, c'est plus difficile d'obtenir ces
ces décisions des États membres pour arriver à le résultat attendu. Pourquoi c'est comme ça? En raison du fait qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. C'est pas la même chose que nous. Bon. Alors, et en même temps, il faut être capable de composer avec ça, de ne pas lancer la serviette, mais d'avoir cette patience de revenir et revenir et revenir sur le sujet pour ultimement en arriver à certaines décisions. Mais ça prend plus de temps que ce qu'on peut retrouver, admettons, en politique ou encore dans une ambassade bilatérale, parce que vous êtes 1 à 1. Mais tandis que là-bas, c'est 195 États membres. Pour moi, c'est une belle organisation. C'est une organisation qui, bien sûr, va devoir apporter certains changements, mais n'empêche que si elle n'existait pas, il faudrait la réinventer. C'est là que se font les grands débats de société. C'est là que les grands experts internationaux se rencontrent. C'est là que les scientifiques se rencontrent. C'est là que les philosophes se rencontrent. C'est là où ça se passe, cette acquisition de connaissances nouvelles qui enrichit votre esprit et qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle et d'être capable d'avancer. Merci. Bienvenue. Bertrand Tremblay, ensuite Marc Saint-Hilaire du Quotidien. Alors revenons, M. Blackburn, à votre carrière qui vous a catapulté sur le plan mondial avec l'UNESCO. Pour revenir sur le terrain ici, vous revenez dans votre région. Vous allez célébrer à la fin du mois prochain le 9e anniversaire de votre victoire surprise en 2006 sur une promesse du premier ministre Harper de placer une deuxième escale à Bagotville et une addition de 550 militaires supplémentaires, mais dans une vision de paix, de défense de la paix à Bagotville. Et cette addition de 550 serait supposée se produire l'an prochain. Là. Est-ce que vous avez suivi un peu le dossier quand même? Quel visage ou quelle vision vous avez à l'heure actuelle du développement de cette base militaire qui a été l'objet de votre succès? Je vous remercie de votre question. Parfois, oui, je regardais, bien sûr, je lisais mon quotidien chaque jour à Paris, mais quand même, je ne suivais pas de près chacun des dossiers pour lesquels j'avais travaillé. Mais à chaque fois, et j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris, comment il s'appelle, le colonel, c'est-tu Bastien? Je cherche son nom, en tout cas, peu importe. Et avec lui, je me suis entretenu le matin sur justement la question de l'escadre à Bagotville, et c'était toujours positif. On était toujours dans l'endroit pour arriver à, si on veut, à l'atteinte de ce chiffre-là. Et des fois, c'est pas exactement comme on l'avait anticipé, mais sous une autre forme, mais qui amenait toujours des militaires ici. Mais là, j'ai pas les dernières informations là-dessus. J'ai pas pris connaissance de l'état du dossier. Il faut bien comprendre que là-bas, j'étais dans une autre dimension. En arrivant ici, bien là, je vais devoir me réimprégner davantage sur, disons, d'aller plus en profondeur sur tout ce qui se passe chez nous. Vous avez de la lecture à faire. Oui. Et des conversations. Oui. Marc Saint-Hilaire du Journal Le Quotidien, ensuite Linda Bergeron de Radio-Canada. Bonjour, M. Blackburn. Tout d'abord, bon retour au pays. M. Blackburn, vous dites que vous avez été approché par différents universitaires par rapport à un retour en politique ou du moins vos opinions et tout ça. J'aimerais savoir si vous avez été approché par un certain Stephen Harper ou son entourage pour représenter, d'abord, ce serait important de savoir si le parti vous a approché, à savoir s'ils veulent vous avoir ou ont tenté des rapprochements par rapport à ça. Deuxième des choses, j'aimerais savoir connaître votre analyse. Bon, on a vu, vous dites que vous avez suivi l'actualité régionale, vous avez lu votre quotidien quotidiennement. J'aimerais savoir votre analyse de ce qui se passe présentement dans la circonscription qui était la vôtre, qui va être scindée en deux éventuellement, qui va devenir Jonquière. Donc, j'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez ça. Le député qui vous
qui vous a vaincu a changé de parti, a annoncé son retrait de la politique. Bon, on a l'impression qu'Alma l'a peut-être moins vu un peu qu'on vous voyait à l'époque et tout ça. C'est-tu des choses que vous avez observées puis que vous aimeriez analyser? Alors, merci de votre question. Non, je n'ai pas parlé avec le premier ministre à l'égard d'un possible retour en politique. J'ai parlé, par contre, avec mon collègue Denis Lebel à l'aéroport dernièrement, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a environ 3 mois. D'autre part, le président du parti est quelqu'un, Maître Régis Godreau, qui, disons, à chaque fois que je venais, soit qu'on se rencontrait ou qu'on parlait ensemble. Alors là, bien sûr que cette conversation va revenir prochainement, mais j'avais toujours certains messages qui m'étaient transmis, à savoir... du genre, si Jean-Pierre Blackburn revient, il y avait un intérêt marqué. Mais il faut toujours penser à revenir en politique. C'est pas une tâche facile, ça, là. C'est beaucoup de responsabilités et il y a beaucoup de si. Hein? Vous devez passer une convention. Ensuite, vous devez aller en élection. Vous pouvez être élu, vous pouvez perdre. Si vous êtes élu, vous pouvez être au pouvoir, vous pouvez être dans l'opposition. Et si vous êtes au pouvoir, vous pouvez aussi accéder à un poste de ministre comme ne pas accéder à un poste de ministre. Il n'y a pas de garantie dans chacun des si que je viens de vous mentionner. Maintenant, il y a aussi le soi-même, à savoir, est-ce que c'est un drame? Si, par exemple, je plongeais et que les bons scénarios n'arrivent pas au rendez-vous. Là où je suis rendu, c'est probablement pas un drame, à ce que comme j'avais, admettons, 43 ans la première fois, 36 et 9, 45 ans la première fois que j'ai perdu, c'est un drame, mais là, je suis comme rendu à une autre étape de vie. Hein, je peux prendre ma retraite et je suis tout à fait très bien. Bon, mais alors, qu'est-ce que je ferai? Mais je suis conscient, c'est pas... si vous êtes en politique, la même chose qu'à l'UNESCO, hein, j'aurais pu juste profiter de la vie parisienne, voyager, prendre ça cool. C'est pas en moi d'être comme ça. Alors, si je reviens en politique, hein, et d'où probablement aussi l'aspect que mon épouse ne souhaite pas que je fasse un retour, elle me connaît et elle sait que je ne serai pas au neutre. Je vais m'impliquer pleinement, si jamais c'était le cas. Alors, voilà où ça en est par rapport à moi, mais il y a différentes façons de servir aussi. C'est pas obligé d'être député. Ça peut être aussi d'autres formes qu'on peut être utile au plan, à l'échelle de mon pays. Vous avez une expression. C'est vrai que c'est une institution qui subit ou qui doit subir un certain nombre, qui doit connaître, pas subir, qui doit connaître un certain nombre de transformations. J'ai vu l'arrivée de M. Pierre-Claude Nolin, que je connais très bien, que je pense que je suis content pour lui, d'une part, qu'il a cette responsabilité. Et en plus, je pense que cet homme est en mesure d'apporter des changements à cette institution qui a ce besoin-là. Mais vous savez, tout le monde peut rêver, j'aimerais être ci, j'aimerais être ça. Il y a une seule personne qui nomme les sénateurs au pays, c'est le premier ministre. Et actuellement, il n'y a pas, à ce que je sache, ça a été annoncé à plusieurs reprises, le premier ministre n'entend pas nommer de sénateur. Alors, bon, voilà pour cette question-là. Mais je disais, alors, il y a plusieurs façons de servir, et ça peut être aussi sous d'autres formes que je réfléchirai ultérieurement. Pour ce qui est de Jonquière, je pense que ce n'est pas à moi de dire bien ou mal. Les gens ont fait un choix. J'étais ministre dans le gouvernement extrêmement dévoué, qui a généré beaucoup de retombées économiques, non seulement à Jonquière, mais dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis également, bon, j'avais toujours 2 ministères en même temps, alors je sais ce que ça implique en termes de travail et en termes de risques associés. Hein. À chaque fois, les plures de bananes, elles sont toujours devant nous en politique. On ne sait jamais le moment où on va commettre un faux pas, ou quelqu'un autour de nous va faire en sorte que ça rejaillit négativement sur nous. Mais bon, je pense que c'est les gens qui ont vu le changement, et c'est eux qui sont en mesure d'apprécier ou non ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années, ici dans le comté. Linda Bergeron de Radio-Canada et ensuite Nancy Desgagnés du Réveil.ca.
Alors, bonjour. On voit que vous avez quitté la politique, mais que la politique, elle ne vous quitte pas du tout. Et vous réfléchissez, bon, vous l'avez dit, à la politique fédérale, mais plus près de nous, il y a aussi la politique municipale. Ça se prépare, ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager, la politique municipale à Saguenay? La mairie. C'est beaucoup plus loin, la question de la mairie. Alors, je ne me suis pas du tout arrêté à cette dimension-là. Vraiment pas. J'aimerais vous en élaborer davantage, mais c'est vraiment... non, je n'ai pas du tout réfléchi à cette question-là. Et vous n'avez pas d'intérêt du tout du côté de la politique municipale? En tout cas, présentement, non. C'est sûr que mes affinités... je connais bien la politique fédérale. Mon parti a toujours été le Parti conservateur. Et pour moi, quand je pense à la question politique, c'est plus de ce côté-là. Nancy Desgagnés du Réveil.ca et ensuite Catherine Delisle. Je voulais savoir, un politicien, avant de se présenter, avant les prochaines élections, il sonde la population, il regarde un peu par rapport à ses besoins et puis tout ça. Puis là, je voulais savoir si, mettons, vous décidez de vous présenter pour les prochaines élections fédérales, est-ce que le fait d'avoir été à l'extérieur du pays pendant 3 ans pourrait vous nuire par rapport à connaître les besoins là, sur place? Là? Je vais répondre non. Au contraire, ça m'a donné un recul et ça m'a permis de voir les choses sous un autre angle et de les apprécier. En même temps, bien sûr, il y a certains... mise à jour sur certains dossiers qui devraient être faits, mais pour moi, je n'entrevois pas ça comme étant une difficulté majeure. On a toujours des conseillers autour de nous et je pense rapidement on peut être à la fine pointe de l'information à ce propos-là. Et bien sûr, dans l'éventualité où je ferais... où j'irai vers cette option-là, possiblement que je ne ferai pas les choses de la même façon en termes de campagne électorale, en termes de pointage, en termes de... J'adapterai les choses différemment. Mais je ne vais pas élaborer davantage là-dessus, puisque c'est comme... Il faut d'abord que je sache, est-ce que je veux vraiment... retourner en politique, faire le saut, et bien sûr, par la suite, ça prend une nouvelle équipe autour de nous. Ça ne veut pas dire que les gens qui étaient là antérieurement vont encore être là. Ça prend des fois, c'est de nouvelles personnes qui viennent mettre l'épaule à la roue, qui croient en une personne ou qui croient en un parti. Alors, mais je ne suis pas rendu là. Catherine Delisle, ensuite, M. Lafleur. Monsieur Blackburn, le fait que votre parti est au pouvoir depuis de nombreuses années, est-ce que cela fera aussi partie de votre réflexion? On parle souvent de l'usure du pouvoir. Est-ce que, ça d'une part, et d'autre part, les Québécois ne sont pas très chauds, très favorables au Parti conservateur. Est-ce que ça aussi fera l'objet de votre réflexion? Est-ce que ce n'est pas une difficulté supplémentaire, ces deux aspects-là? Vous savez, chaque fois que j'ai fait des campagnes électorales où je partais en avance, ça a mal terminé. Alors, je pense qu'un gouvernement reste au pouvoir dans la mesure où il fait élire des députés. Alors, au Québec, je suis conscient que les pourcentages dans les sondages ne sont jamais bons, comme ils ne l'ont jamais été d'ailleurs pour nous au Québec au cours des dernières années. Alors, si je revenais, bien sûr, j'essaierais d'être celui qui ajoute un élément de plus au sein du gouvernement pour faire en sorte qu'il soit au pouvoir. Et si on a une campagne électorale à faire, vous avez un plan de match là, que vous devez projeter. Et vous savez comment ça se passe dans une ligne de parti. On souhaite toujours que les candidats ne prennent aucun engagement, que les candidats soient low profile autant que possible. Et si j'y vais, ce ne sera pas ça. Alors, mais il faut que je le définisse, qu'est-ce que je souhaiterais travailler. Bon. Et j'ai toujours été vu également comme quelqu'un, sa marque de commerce, c'était le développement régional.
l'implication dans les régions, faire en sorte de contribuer au développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même si j'étais député de Jonquière, j'ai toujours essayé de ne pas juste regarder Jonquière-Alma, mais de regarder également l'ensemble de la région, pour faire en sorte d'amener autant que possible. Et j'amenais presque le budget de l'UNESCO à chaque année dans la région. Alors, parce que c'était environ 250 millions à l'UNESCO par année. Alors, bon, c'est un peu moins que ça ici, mais c'était quand même beaucoup d'argent. Peut-être que les circonstances faisaient qu'il y avait un plan de développement à l'époque. Rappelez-vous, il y avait eu une crise et le gouvernement avait décidé d'investir massivement dans les infrastructures. Ça m'avait permis, bien sûr, de répondre à des besoins en termes d'infrastructures dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais bon, on verra. L'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir. Moi, quand je regarde les chefs en présence, parce que je suis plus diplomate, je peux me permettre de le dire, je suis plus ambassadeur du Canada à l'UNESCO. Pour moi, Stephen Harper a vraiment le profil international, l'homme de responsabilité, l'homme qui est capable d'être aux côtés des grands présidents de ce monde, et c'est pas gênant. Et le premier ministre Harper a beaucoup a de plus en plus d'ascendant sur la scène internationale et il est respecté. Lorsque je compare à d'autres personnes ici, pour les autres chefs de parti, j'ai l'impression que M. Harper est loin en avant. C'est le meilleur. C'est le plus meilleur. Sur la scène internationale, ça fait aucun doute dans mon esprit. Et l'autre chose que j'ai toujours aimé de mon parti, c'est d'éviter les hausses de taxes et les hausses d'impôts. C'est une orientation que l'ensemble de la classe politique doit essayer de travailler, puisque, bien sûr, les contribuables n'ont pas une infinité capacité de payer, de toujours assumer davantage et davantage. Il y a des circonstances qui font des fois que les politiciens doivent en arriver là. Mais il faut vraiment avoir ça à l'esprit. On ne peut pas toujours augmenter le fardeau fiscal des contribuables. M. Harper est dans cette dynamique. Il réduit partout, je l'ai même vécu comme ambassadeur, hein, les résidences officielles, le gouvernement les vend. Hein, la dimension, les budgets sont en phase de diminution de façon importante aussi au niveau des ambassadeurs de par le monde, et moi-même, j'ai connu cela. Alors, pourquoi? Et là, il y a d'autres pays qui commencent à suivre. Pas juste le Canada. D'autres pays autour me partageaient justement les changements qui se passent à l'égard de leurs fonctions et à l'égard des fois, au lieu d'avoir un ambassadeur à l'OCDE, un à l'UNESCO et un dans le bilatéral, des fois, ils font les trois dans un. D'autres fois, c'est deux dans un. D'autres fois, c'est un. Bon. Alors, bien sûr, si vous avez trois responsabilités dans la même personne, vous avez moins le temps d'intervenir sur tous les enjeux. Vous devez faire des choix et d'y aller selon vos priorités. Mais il y a des changements là-dessus appréciables. Si vous me permettez, j'aurais peut-être le goût de vous demander, bon, sur le plan économique, c'est une chose, mais sur le plan environnemental, si je vous demandais le bilan de M. Harper sur le plan environnemental. Je vais vous surprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec le premier ministre Harper. Lorsqu'il dit « Oui, on est prêt à prendre des décisions sur le plan environnemental pour réduire les gaz à effet de serre, mais nous allons le faire dans la mesure où les autres le font aussi. » L'économie canadienne est beaucoup basée sur l'exploitation des sables bitumineux en Alberta. Demain matin, si on ferme cette valve-là, on va vivre un recul important au plan fiscal au Canada, puisque, bon, ces revenus-là ne seront pas au rendez-vous. Maintenant, j'ai l'impression que la table est mise pour 2015 à Paris avec le président François Hollande qui va tenir cette conférence sur les changements climatiques et sur les questions environnementales. Vous avez vu dernièrement la Chine et M. Obama, le président Obama des États-Unis, qui ont pris une entente. Et ça, je pense que c'est le point de départ qui va amener plusieurs pays à dire « OK, nous faisons tous les mêmes sacrifices. »
et non pas juste un pays qui le fait au détriment de son économie, et les autres, eux, décident de produire davantage. Alors, nous aurions été, à ce moment-là, nous aurions pris les mauvaises décisions. Mais, c'est clair, juste regarder en France, depuis 6 mois, des inondations, mais il y en a à toutes les semaines. Le pays connaît des changements climatiques majeurs en termes d'inondations. Il y en a partout dans le monde. Et il faut que les premiers de ce monde acceptent de se réunir et acceptent tout le monde de réduire et de prendre des décisions pour modifier nos lois, pour faire en sorte de réduire les gaz à effet de serre. Monsieur Laflamme, ensuite Monsieur Tremblay. Monsieur Blackburn, on va sortir un peu de la politique, même si j'aime ça. Votre départ de l'UNESCO, met-il en danger le dossier de la ville d'Arvida pour être reconnu à l'international? J'aimerais que vous élaboriez davantage sur ce dossier-là. Parce qu'on attachait beaucoup d'importance à votre présence là-bas pour porter le ballon. C'est une excellente question, M. Laflamme. Je vais repréciser un peu comment fonctionne la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant qu'un dossier n'arrive au Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut d'abord qu'il ait passé une étape dans le pays. La première étape qui doit se passer ici au Canada, c'est la liste indicative. Le Canada, depuis 7 ou 8 ans, ou 10 ans ou à peu près, avait une dizaine de sites sur sa liste indicative. Certains de ces sites sont maintenant devenus des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il en reste, admettons, 6 ou 5 sur la liste. Bon. Le Canada réfléchit sur la possibilité de revoir la liste indicative. Ça devait se faire en 2013-2014, ça a été repoussé. Alors, est-ce que ça se fera en 2015 ou est-ce que ça se fera en 2016? C'est une décision qui relève du gouvernement. Une fois que le gouvernement dit « oui, je revois la liste indicative », à ce moment-là, le dossier d'Arvida, le dossier de Fjord du Saguenay et tous les autres sites potentiels au Canada, des gens qui font des démarches pour potentiellement inscrire un site, vont recevoir une lettre de Parc Canada disant « voici, nous sommes en train de reviser la liste indicative. Vous êtes intéressés, pourriez-vous nous faire parvenir votre candidature avec un dossier étoffé pour cela? » Une fois que le dossier va être remis à Parc Canada, là, il va y avoir des choix, à savoir lesquels on inscrit ou on n'inscrit pas sur la liste indicative. Une fois que le site est inscrit sur la liste indicative, là, c'est le Canada, Parc Canada, qui va déposer le site pour fin d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez des sites naturels et vous avez des sites culturels, 2 types de sites différents. Alors, lorsqu'il arrive à l'UNESCO, c'est une étape, je vous dirais, entre 3 et 5 ans, avant d'arriver à la phase finale pour acceptation. Lorsqu'il arrive à la phase finale, il peut être refusé, il peut être référé, il y a 3 termes, là, différents, pour ultimement être voté. Ça prend toujours 3 lettres. VU, V-U-E. V pour valeur, U pour universel, E pour exceptionnel. Alors, le site que vous déposez au patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce qu'il a une valeur universelle exceptionnelle? Et ce sont des experts qui analysent ça. Et ensuite, ce sont les membres du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, au nombre de 21, qui prennent une décision. Même nous, le Canada, à l'UNESCO, depuis quelques années, nous voudrions que lorsqu'un site arrive pour fin de décision, nous demandons aux membres du comité, je vais essayer de dire ça autrement, on voudrait que pendant que vous êtes sur le comité du patrimoine mondial, qu'il n'y ait pas aucun site de votre pays qui soit en phase finale de recommandation. Nous voudrions cela pour faire en sorte que les sites qui soient choisis soient vraiment des sites pour leur valeur universelle exceptionnelle et non pas pour des raisons et je vais vous donner l'exemple, imaginons-nous que le Canada est membre du Comité du patrimoine mondial. Jean-Pierre Blackburn est dans la salle ou est avec ses collègues. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à mes collègues, vous n'êtes pas pour me faire ça, hein? S'il faut que mon site ne passe pas, qu'est-ce que je vais avoir l'air chez nous?
Hein? C'est humain. Alors, d'où on en arrive à dire il faudra ultimement que lorsque le site arrive au comité du patrimoine mondial, notre pays ou le pays en question ne devrait pas être sur le comité. On n'a jamais réussi à passer ça. Il y a beaucoup de réticence, hein? Bien sûr, c'est normal, c'est humain. Mais, alors, voilà l'histoire d'Arvida et du dossier du fjord du Saguenay. Ces dossiers ne sont pas sur la table pour fin d'analyse à l'UNESCO. Ils doivent d'abord franchir l'étape du Canada pour être sur la liste indicative. Mais ce sont des dossiers intéressants. Déjà, j'ai eu une discussion avec les autorités gouvernementales pour s'enquérir auprès de moi qu'est-ce qu'il en était à l'égard de cette liste indicative, comment je voyais les choses. Et moi, je pense que le Canada, ultimement, va devoir réanalyser sa liste indicative parce qu'il y a des sites en attente et des gens qui ont des projets qu'ils voudraient soumettre qui ont sûrement une valeur qui mérite d'être analysée. Donc, Bertrand Tremblay, Gilbert Savard et Marc Saint-Hilaire. Vous avez eu l'avantage d'occuper une tribune exceptionnelle durant 4 ans. Comment perceviez-vous à ce moment-là les grands problèmes économiques du monde occidental, par exemple, avec lorsque vous étiez ministre du Revenu, je me souviens que vous souhaitiez, par exemple, une sorte de mondialisation des conditions de travail pour éviter les déplacements, les revenus, enfin, avec les arrangements fiscaux, les pactes, etc. là. Et comment est-ce que vous percevez les évasions fiscales? Oui, justement, là, on dit, par exemple, qu'il se chiffre à quelques 175 milliards de dollars. Seulement qu'au Québec, les profits qui s'en vont, qu'on déplace dans des paradis fiscaux, alors que la classe moyenne, à l'heure actuelle, est étouffée parce que c'est elle qui paye véritablement tous les pots cassés, parce que les plus riches s'évadent, puis les plus pauvres sont trop pauvres. C'est effectivement terrible de penser que les compagnies, par toutes sortes de moyens, réussissent à ne pas payer leurs impôts dans le pays où ils sont, où ils font des affaires. Et pour les gouvernements, cette question-là, il faut vraiment s'y attaquer en profondeur. Parce que ces millions ou ces milliards qui n'entrent pas dans les coffres d'un pays, c'est vous tous qui devez les payer à la place de ces compagnies-là. Et je me rappelle, étant ministre du Revenu, j'ai travaillé là-dessus et j'allais au-delà du mandat qui m'était assigné. Parce que quand vous êtes nommé ministre, vous recevez une lettre du premier ministre disant « Voici ce dont vous devez travailler ». Et si vous voulez sortir de ce cadre-là, vous devez demander la permission au premier ministre. Et si vous sortez du cadre et ça implique des sous, encore là, la valve est fermée. Alors, c'est très difficile pour un ministre de sortir de son cadre de travail. Et moi, j'avais osé un peu être délinquant pour le faire. Maintenant, j'ai senti ces derniers temps davantage de volonté politique à l'international pour arriver à travailler là-dessus. Parce que même en France aussi, ils ont ce problème-là. Et de plus en plus, des pays constatent que des gens utilisent des moyens, des fois frauduleux, d'autres fois, c'est pas frauduleux. Ça dépend toujours de la façon dont ils s'y prennent. Mais oui, c'est vraiment un problème à laquelle on doit regarder en profondeur parce que ça ne peut pas continuer que des grandes compagnies ne paient pas leur juste part d'impôts. Gilbert Savard et Marc Saint-Hilaire du Journal Le Quotidien. M. Blackburn, vous avez abordé un tout petit peu la question tantôt. J'aimerais que vous précisiez peut-être un petit peu davantage. J'ai senti dans vos propos que le gouvernement du Canada se dirigeait effectivement vers un jumelage des tâches des ambassadeurs à l'étranger. Je ne sais pas si vous avez été consulté, si éventuellement Stephen Harper ou encore un de ses collaborateurs va vous passer un coup de fil pour vous demander ce que vous en pensez. Mais au-delà de cela, est-ce que vous avez des informations qui font en sorte que, avant longtemps, le poste que vous occupiez sera jumelé à un autre poste, de sorte qu'il y aura moins d'ambassadeurs du Canada à Paris, à toutes sortes d'endroits à travers la planète? Alors, merci de la clarification que vous souhaitez.
ce que je constate, c'est surtout auprès de mes collègues ambassadeurs, les autres pays qui, eux, de plus en plus prennent soit l'OCDE, soit l'UNESCO, soit le bilatéral, qui les mettent conjointement. Et ça s'accélère, cette façon-là de faire. Au Canada, je n'ai pas eu vent que cela allait se faire comme ça. Et il y a une particularité importante à l'UNESCO qu'on doit tenir compte. C'est que depuis 2006, avec le premier ministre, M. Jean Charest, et le premier ministre Harper, il y a eu la décision d'accorder un siège du Québec au sein de la délégation canadienne à Paris. Et la délégation du Québec, ses représentants, font valoir leur point de vue à l'égard de ce qui nous distingue. Quand on parle de la langue, quand on parle de la culture, quand on parle de l'éducation, le Québec a des particularités qu'il tient à faire valoir. Et cette présence avec nous au sein de la délégation canadienne fonctionne à merveille. C'est une beauté de nous voir aller. Et les autres pays, c'est comme si ils se disent comment ça se fait qu'eux, ils ont ça, puis ça fonctionne, puis qu'il n'y a pas de heurts entre nous. Et je pense que c'est le sens de la responsabilité des personnes en place qui font pour que ça marche. Hein? Alors, j'ai eu à travailler pendant 2 ans et demi avec Mme Michelle Stanton-Jean. C'était incroyable, la belle relation que nous avions. Et Mme Stanton-Jean ne venait pas me voir à chaque fois pour me dire « M. Blackburn, est-ce que je peux dire si? » La confiance était là. Hein? Et souvent, c'est moi qui arrivais et disais « Bon, je commençais à prendre la parole, admettons, pendant 2-3 minutes, et je disais, Mme Stanton-Jean va compléter cet élément-là, et c'est elle qui parlait par rapport à faire valoir, exemple, le point de vue du Québec à l'égard de telle ou telle dimension. Alors là, qui prendra ma place à Paris? Je ne le sais pas. Comment les choses vont se faire? Bon, et là, on a l'arrivée maintenant de Mme Lynn Beauchamp. Alors, j'ai eu l'occasion elle est venue au dernier conseil exécutif. Alors, elle a vu comment fonctionnait un conseil exécutif. Nous avons travaillé ensemble. Et également, elle était là tout le mois, à partir du début décembre. Alors, on a travaillé encore, si on veut, une quinzaine de jours ensemble à l'UNESCO. Et pour elle, régulièrement, il y a des questions. Bon, comment on fonctionne? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y en est? Et puis-je avoir encore un peu d'eau, s'il vous plaît? Cette bonne relation entre nous, elle est précieuse et on fait en sorte pour qu'il en soit ainsi. Alors, c'est notre façon de faire et nous sommes 7 employés au sein de la délégation canadienne. Alors, vous avez le délégué permanent adjoint, qui est M. Nicolas Dimick, qui devient le chargé d'affaires, qui était une soie de travailler avec ce monsieur-là. Un plaisir, un monsieur respectueux de la fonction de l'ambassadeur, de la personne qui est là, qui connaissait bien l'UNESCO, ça a été agréable de travailler avec lui. L'autre, la personne au niveau des dossiers, parce qu'on se sépare les dossiers, qui était Mme Dominique Levasseur, elle est avec nous depuis 20 ans. C'est, je vous dirais, la bibliothèque ambulante à l'UNESCO ou celle qui connaît tout de l'UNESCO. Tous les ambassadeurs vont la voir. Comment ça se passe, ça, Dominique? Pourquoi c'est comme ça? Alors, elle a cette connaissance-là, ce qui fait que le Canada, on est toujours impliqué. Vous avez l'adjointe administrative, le chauffeur, et l'ambassadeur et les 2 représentants du Québec. Alors, et le Canada, à travers les 195 pays, je vous dirais, on rayonne de par notre implication. Madame Levasseur, admettons, on était la coprésidence sur le groupe de Genève. Alors, c'est le Canada, coprésident. Moi, qui étais président du groupe francophone, président du groupe électoral 1, et comme président du groupe francophone, là, je me permets de vous dire que ça a vraiment... on a donné un nouveau souffle à ce groupe francophone, puis maintenant, les autres prennent la suite, et on essaie de vraiment faire respecter le français. C'est une des 2 langues de travail, français et l'anglais, à l'UNESCO. Il y a les 2 langues de travail dans le jour, le day-to-day, mais il y a 6 langues lorsqu'on est en conseil exécutif ou en conférence générale. Et les conseils exécutifs, là, il y en a 2 par année. Chacun dure 15 jours. Et la conférence générale, ça dure 2 semaines et demie, et il y en a une aux 2 ans. Alors, c'est des longues réunions de travail. Mais alors, je reviens à ce que vous mentionnez. Alors, c'est ça, c'est
cette particularité fait que le gouvernement, le premier ministre Harper, et c'était dans mon mandat, souhaitait vraiment que ça fonctionne, cette entente, et nous avons toujours, et le Québec et nous, travaillé en ce sens-là pour que ça marche. Sachant que les États-Unis ont retiré leurs billes, ont décidé de ne plus verser des centaines de millions de dollars à l'UNESCO, et sachant également que les décisions américaines, les décisions de la présidence américaine influencent assez souvent aussi les décisions de notre pays, les décisions de notre gouvernement. Est-ce que ça ne peut pas amener justement M. Harper à dire, bon, ben voilà l'occasion, peut-être pas de retirer toutes les billes, mais à tout le moins de procéder à une réorganisation pour que ça coûte moins cher au pays? Je vais juste terminer là-dessus. Je ne sais pas si le gouvernement a cette réflexion-là. Je ne le sais pas. Puisque, quand même, l'UNESCO, quand est arrivée la Palestine à l'UNESCO, le gouvernement canadien a décidé de maintenir sa contribution financière. Alors, le Canada paye plus ou moins 12 millions de dollars par année à l'UNESCO. Par contre, on ne verse plus de contributions extra-budgétaires suite à l'arrivée de la Palestine. Et je vous rappelle que les États-Unis, le président Obama voudrait qu'on reste membre au sein de l'UNESCO et voudrait payer sa contribution. C'est 2 lois américaines qui l'en empêchent et cette décision peut toujours être modifiée à tout moment. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible de le faire. Et le Canada ne verse pas plus. Le Canada verse... parce que l'orientation du gouvernement, c'est croissance nominale zéro. Croissance nominale zéro, ça veut dire, même s'il y a 5 % d'inflation, vous n'aurez pas le 5 %. Le budget reste tel qu'il est là. Et c'est cette orientation qui est prise également par plusieurs pays. Entre autres, au niveau du groupe électoral 1 et au niveau du groupe du Commonwealth et du groupe de Genève. C'est ça que les gens veulent, croissance nominale zéro. Alors, il faut vivre avec ça, c'est la réalité. Les gouvernements ne veulent plus continuer à donner des sommes additionnelles, mais en même temps, l'organisation, elle demeure importante. C'est 2015, ça va faire 70 ans que l'UNESCO existe. Elle a été créée en 1945, le 16 novembre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Sa mission, promouvoir la paix de par le monde. Comment? Par l'éducation, la culture, les sciences, communication et information, et l'éducation. Alors, il y a 5 grands programmes. En sciences, il y a sciences sociales, sciences naturelles, sciences humaines, sciences naturelles. Alors, c'est les 5 grands programmes de l'UNESCO qui contribuent à promouvoir la paix. Et vous avez juste à regarder, hier, Pakistan, un massacre auprès d'enfants à l'école. Ça vous donne une idée que le travail de l'UNESCO, il ne sera jamais terminé. Comment on peut être aussi horrible pour faire des actes comme ça? Ça dépasse l'entendement. Il y a 61 millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école. Il y a 75 millions d'enfants qui n'ont pas accès à des études secondaires. Chaque fois que vous avez une guerre, chaque fois que vous avez une révolution, chaque fois que vous avez des États islamiques, les enfants sont empêchés d'aller à l'école, les enfants sont pris pour cible. Alors, la tâche de l'UNESCO, elle est saine, elle est bonne. Bien sûr, c'est un travail qu'on recommence au jour le jour, mais en même temps, d'essayer maintenant d'arriver à cibler ce qu'on veut accomplir et de mesurer par des résultats qu'est-ce qu'on a fait. Et ça, c'est nouveau. Depuis 3 ans, là, on est rendu là. Maintenant, les pays acceptent de fonctionner par résultat et d'être capables de mesurer. Et quand vous êtes capable de mesurer, pas dans le sens de taper sur les doigts, mais d'être capable de mesurer que non, on n'a pas atteint le résultat. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Comment, sur le terrain, on va redonner des sommes d'argent pour faire en sorte que les jeunes filles, les enfants puissent avoir accès à des classes, puissent pouvoir aller à l'école, que les enseignants soient qualifiés, que... Bon, vous avez il me semble mon chiffre, c'est 750 millions d'adultes qui sont analphabètes. Il
Il y a beaucoup à faire dans le monde, beaucoup, beaucoup, avec ces crises terribles. Marc Saint-Hilaire du Journal Le Quotidien. Oui, M. Blackburn. Alors, quand vous êtes parti, si je m'abuse, le Parti libéral était au pouvoir sous Jean Charest, je pense, à cette époque-là. Bon, depuis votre départ, il y a eu une succession de gouvernements. Il y a eu le gouvernement péquiste qui a pris le pouvoir, le gouvernement libéral qui est revenu un an plus tard. Vous avez certainement suivi ça de l'extérieur. Avez-vous l'impression d'être arrivé en territoire étranger quand vous êtes revenu avec un premier ministre à Roberval, par exemple, puis de vous sentir un peu dépaysé par rapport à tout ça, puis l'échiquier politique? C'est sûr que j'étais plus loin, étant à Paris, mais vous savez, le téléjournal passe à chaque matin à 7 heures sur les ondes de TV5 Monde. Alors, c'est peut-être pas le même téléjournal aussi entier qu'ici, mais quand même, cette information-là est là. Et pour moi, le premier ministre Couillard, c'est un monsieur que je connaissais, que j'ai côtoyé à multiples reprises sur l'avion, à chaque fois que je me rendais à Bagotville, Montréal, Ottawa, souvent, ou vice-versa, en descendant, j'avais l'occasion de m'entretenir avec M. Couillard. Alors, pour moi, je me dis, notre région produit beaucoup de politiciens cotés, de politiciens, et je parle de tout parti politique confondu. Notre région, souvent, on a des intervenants qui sont qui sont à l'avant-plan dans l'actualité. Et pour moi, je suis fier de cela, que je vois Denis Lebel à Roberval avec toutes les responsabilités ministérielles. Il y en a eu plus que 2. Lui, je pense que c'était 3 ou 4 des responsabilités ministérielles simultanées. C'est gigantesque la tâche que Denis a à accomplir. Je ne sais pas comment il fait, là, parce qu'à un moment donné, les journées ils ont juste 24 heures. Et quand vous devez toujours vous rendre d'un bout à l'autre du pays, plus notre région, vous savez ce que ça implique. Alors moi, je pense que Denis Lebel fait un excellent travail. Je suis content de le voir œuvrer. Et à chaque fois que je le rencontre, c'est toujours les accolades. Et lorsque j'étais à l'aéroport de Montréal, tout de suite, Jean-Pierre, est-ce que tu vas revenir? Est-ce que j'aimerais telle chose? Bon, tu t'en viens dans le temps des fêtes, rencontre ton monde. Tu sais, bon, vois qu'est-ce qu'il y en est. Alors, c'est sûr que je sens de sa part, je sentais ce désir sincère d'un possible retour en politique. Alors, lorsque je vois le premier ministre Couillard, lorsque je vois également, à Alma, M. Alexandre Cloutier, c'est bon, c'est pas la même formation politique, mais quand même, pour nous, c'est plaisant de le voir devenir chef du Parti québécois. Je me dis, regarde, bon, quelqu'un de ma région. On peut être en désaccord sur l'orientation politique, mais n'empêche que. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Il n'y a pas de semaine prochaine. En fait, on fait une pause pour la période des fêtes, nous aussi. Donc, de retour en janvier.